Paddy Pimblett s'apprête-t-il vraiment à devenir champion UFC? Quelle suite pour Saladin Parnasse après sa victoire? Et Ilia Topuria est-il enfin de retour? Dans ce nouvel épisode du Contenders Podcast, on fait la preview de l'excellent UFC 324 et on revient sur les combats et actus des dernières semaines. C'est parti! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Contenders Podcast, premier épisode de l'édition 2026 du podcast, et pour cette édition 2026, on repart sur l'ancien format, donc tout regroupé, c'est-à-dire le récap de la carte du week-end, la preview de la carte du week-end qui suit, et la partie actu, donc tout ça condensé en un seul épisode. Avant toute chose, donc on parle de l'événement du combat de Saladin, parce que c'est la seule chose dont on va parler dans le récap, hein. Aujourd'hui ça va être assez concis sur cet aspect là. J'aimerais juste faire une petite dédicace à deux combattants qui vont combattre vendredi prochain à l'Hexagone MMA 38. Deux mecs qui s'entraînent dans la salle. Pour ceux qui suivent les lives, vous le savez, j'ai commencé le MMA, je fais du kickboxing depuis plusieurs années, mais j'ai commencé le MMA cette année dans une salle pas loin de chez moi. Et il y a deux combattants pro donc, qui s'entraînent en partie dans cette salle-là, qui combattent à l'Hexagone, donc dédicace à eux. Le premier, vous le connaissez peut-être, Islam Masraf, il avait combattu au Dana White Contender Series. Il fait les quarts de finale du tournoi 100K à l'Hexagone, là chez les 84 kilos. Et l'autre, peut-être moins connu, enfin sûrement moins connu même, Mahamadou Soukouna, qui combat chez les 77 kilos, qui a 4 ans en carrière, et sa seule défaite, c'est son premier combat face à Virgil Hogan, donc l'actuel champion de l'ARES, à la décision en plus, et donc du coup, dans la catégorie du dessus. Donc voilà, autant vous dire que c'est pas honteux du tout comme défaite. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, si vous voulez aller les suivre, tout ça, leur donner de la force. C'est important, surtout à ce stade de la carrière là, pour avoir des sponsors, tout ça, pour réussir à en vivre. Donc voilà, je vous mets les liens de leur Insta dans la description. N'hésitez pas à aller les suivre et leur donner du soutien pour leur combat. Ceci étant dit, on attaque sur donc le contenu de l'émission. On commence avec donc le récap, Saladin Parnasse qui s'impose par TKO round 2 face à Marcin Held. Tout simplement, hein, meilleur partout, Saladin, c'est assez fou. Moi, personnellement, c'est un combat qui m'intriguait. Ça se voit qu'il y a moins de hype, on va pas se mentir, autour de Salah depuis quelques temps, parce qu'en même temps, il commence à avoir fait le tour du KSW. Mais là, c'est un combat qui m'intriguait, moi, notamment pour le jeu au sol de Marcin Held, qui est un dangereux grappleur. Et franchement, je pense qu'à part Bartoszynski, c'était un des fights les plus compliqués pour Salah, enfin, sur le papier. En pratique, il a montré qu'il est vraiment un cran au-dessus, et moi ça m'impressionne parce que malgré, je trouve, le côté un peu effectivement redondant, je vais pas faire l'acteur, moi aussi je trouve que voilà, au bout d'un moment on aimerait le voir ailleurs, Saladin Parnasse, mais par contre je trouve qu'il continue quand même à progresser, et c'est assez fort à noter parce que en termes de motivation ça doit quand même être compliqué au bout d'un moment d'être vraiment à ce point au-dessus de la catégorie, mais pourtant je trouve qu'il continue à montrer de belles choses, là notamment le jeu au sol. J'attendais vraiment beaucoup Marcin Held là-dessus, et même là-dessus il a dominé. Bon, debout n'en parlons pas, il y avait une différence de vitesse qui était juste monumentale. Après bon, c'est pas un striker Held, donc ça on s'y attendait. J'ai bien aimé l'approche de Marcin Held au début, qui a quand même mis la pression. Mais très vite, Salah a récupéré le centre et il a fait du Salah, quoi. TKO, deuxième round. Il y avait pas trop de débat sur l'issue. Je vais pas vous mentir en vous disant que je voyais vraiment un gros chemin de victoire pour Marcin Held. Mais de là à le dominer de cette manière, notamment dans les phases au sol, le contrôle qu'il avait, le fait au premier takedown que tente Salah avec Marcin Held qui s'agrippe un peu là, qui lui prend, qui s'agrippe sur lui, je me suis dit oula. Attention, peut-être pas une très bonne idée, et en fait même là dans ce domaine il l'a dominé, donc voilà, trop fort Saladin. Ce qui nous intéresse donc c'est surtout la suite pour lui. D'abord, il doit terminer son contrat au KSW. Je vous avais dit dans une précédente vidéo sur le MMA français que Salah, il terminait son contrat en 2026 parce que c'était un contrat de 2 ans. Mais visiblement, c'était soit 2 ans, soit un nombre de combats, puisque Alexandre Herbinet, qui est assez proche de Saladin, a dit dans le dernier épisode de Jab Life, enfin dans l'épisode de Jab Life, vous en parlez récemment, qu'apparemment, sans compter ce combat-là, enfin maintenant que ce combat est passé, plutôt il lui restait 2 combats. Donc en gros 2 combats sur le contrat. Au KSW, ça tombe bien entre guillemets parce qu'il y a 2 options qui font sens. La première, ça serait une défense en 66 kg, donc catégorie qu'il a plus fait depuis quelques temps, contre Patrick Kaz, alors là le nom les gars, Kazmarczyk, donc qui est le champion intérimaire des 66 kg. C'est celui qu'on a vu, pour ceux qui se posaient la question, c'est celui qu'on voyait avec une ceinture là dans la salle après la victoire de Saladin Parnasse qui montrait à la caméra. Je vais être clair, c'est un combat qui m'intéresse pas du tout. Franchement, Patrick, je vais pas donner le nom de famille, on va rester sur Patrick. Il a perdu 2 fois contre Ruchala, qui est pas un mauvais combattant du tout, mais voilà, c'est pas, à la limite il serait invaincu au KS, ok, bon pourquoi pas, mais là j'avoue que moi c'est pas un combat qui m'intéresse des masses.
Et l'autre combat, là par contre, je pense que c'est le combat un peu au KSW que tout le monde veut voir, ça serait la revanche avec Bartos, Adrian Bartosiński, le champion des 77 kilos. C'est le combat, je pense, le plus intéressant à faire pour Saladin au KSW1. Les deux ont 4 défenses de ceinture de leurs titres respectifs. Alors, je parle du titre 70 kg dans le cas de Saladin. Salah a beaucoup progressé depuis. Par contre, le seul défaut de ce fight-là, c'est qu'on a vu, vous l'avez sûrement vu dans Baba Versus, pour ceux qui suivent l'émission sur RMC Sport, qu'il a mentionné, Saladin, que maintenant que sa situation financière était bien plus stable et voilà, qu'il était ouvert à prendre davantage de défis sportifs, donc il ouvre potentiellement la porte à l'UFC. Le truc, c'est que même si Salah est exceptionnel, je pense qu'il y a une telle différence de gabarit que j'ai très peur, moi, que ça se reproduise un peu le côté juste trop physique, l'autre, et que Salah s'incline de nouveau. Donc en cas de défaite, surtout si c'est une défaite un peu par finish ou quoi, ça n'avait pas été le cas le premier, ça pourrait être quelque chose qui met un peu un frein au fait de signer à l'UFC pour Salah, mais je me dis que voilà, s'il doit faire encore 2 combats au KS, ce combat-là, ça serait quand même dommage qu'il en fasse pas partie de ces deux-là, parce que c'est un combat vraiment qui serait intéressant, et puis là, pour le coup, si Saladin y gagne, ouais, il peut vraiment arriver à l'UFC avec un pont d'or et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais personnellement, l'option qui me hype le plus, et vous le savez si vous m'écoutez souvent, c'est un combat KSW X Rising, une cross promotion. C'est quelque chose qui a été discuté depuis quelques temps, donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu entre donc Saladin Parnasse et Rajabali Shaidulaev, 17-0, 17 finish, qui a encore roulé sur son adversaire Mikuro Asakura, donc le frère de Kaya Asakura, qui l'a, c'est pas une expression, hein, littéralement fait sortir sur civière. Voilà, du Shaidulaev. De toute façon, là, ces 3 derniers combats, ces 3 finishes, je crois que c'est 3 finishes round 1. Enfin, c'est, bref, délirant complet. Il est très, très, très fort, Shaidulaev. C'est un Kirghiz, c'est un mini Shavkat. Hein, imaginez un peu ça comme ça. Et il est trop fort, donc j'adorerais voir ce fight. Alors du coup, il faudrait le faire en 66 kg, même si je pense que Shaidulaev pourrait monter, mais moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est de le voir en 66 kg. À voir si Salah est toujours capable de faire 66, parce que il est quand même vraiment massif, même s'il n'est pas immense en taille, je crois. Donc voilà, c'est un combat que j'aimerais beaucoup voir, et c'est aujourd'hui le combat que je veux le plus voir pour Salah, hors fight à l'UFC, et même, je pense que c'est un combat que j'ai envie de voir plus que beaucoup de combats qu'il pourrait faire à l'UFC. Le truc qui serait cool, c'est voilà, de faire ce combat-là et que le gagnant signe à l'UFC, puisque là, aujourd'hui, les deux sont très, très, très méritants pour aller à l'UFC. Donc, ça pourrait mettre vraiment encore un plus, un argument supplémentaire. Et là, clairement, peu importe le gagnant de ce combat-là, il peut rentrer facile top 10. Hein. Il peut rentrer et prendre un top 10 direct. Ça choquera personne. Donc, si moi, je fais ma petite tambouille, ce que j'aimerais comme scénario idéal, ça serait d'abord la revanche avec Bartos en 77, parce que là, il est encore autour des poids de 70. Dans l'autre sens, ce serait plus compliqué. S'il doit descendre en 66 pour faire Shaidulaev, ensuite remonter en 77 pour faire Bartos, et ensuite redescendre, parce qu'à l'UFC, il va pas rentrer en 77, hein, il rentrera en 70 ou 66. Moi, je pense que 66, ça serait le plus pertinent pour l'UFC, pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc, ce que j'aimerais, c'est d'abord la revanche avec Bartos en 77, qui gagne ou qui perde, bon ben voilà, il a fait sa revanche, et ensuite il redescend en 66 face à Shaidulaev, et le gagnant signe à l'UFC. Ça peut être 2 combats très compliqués, hein. Je pense que Bartos, comme je vous le dis, il sera underdog. Shaidulaev, c'est compliqué à dire, parce qu'en fait Shaidulaev, il est très 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 dangereux dans les premières minutes du combat, mais qu'est-ce qui se passe si ça arrive à durer ? Et je pense que Salah, il a quand même le gabarit, la vitesse, l'explosivité pour arriver à mitiger un petit peu le danger de Shaidulaev. Et donc, à voir, je crois qu'il a jamais dépassé le 3e round en carrière, Shaidulaev. Donc, à voir sur un 5 rounds, si Salah arrive à le tirer un peu en eau profonde, 3, 4, 5, ben, ça pourrait potentiellement être intéressant. Mais voilà, on n'est pas loin du pick-em. Donc, c'est 2 combats qui sont difficiles pour Saladin. Mais aujourd'hui, je pense que ça soit les fans et même lui, hein, c'est ce qu'il veut. Je pense qu'il veut des combats challengeants. Donc, j'aimerais beaucoup voir ce scénario-là. Et en cas de victoire dans les deux, là, tu rentres à l'UFC. Ouais, c'est même plus un pont d'or, c'est un pont en diamant qui lui ferait, quoi. Donc voilà pour la suite pour Saladin. Selon moi, ce que j'aimerais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais de toute façon, je pense que ça va tourner autour de ça, puisqu'il n'y a pas 1000 options, vu qu'il peut pas rejoindre l'UFC maintenant. Il y aurait potentiellement une PFL, effectivement. Moi, à choisir, c'est vrai que je préfère qu'il aille à l'UFC, mais si je dois choisir entre encore une signature au KS et une signature au PFL, autant qu'il parte au PFL, parce qu'en 66, il y a quand même des noms intéressants. Même si le numéro 1 un peu...
il y a quand même Haji Maki qui est dans le lot un peu, hein. En 66 il est quand même très dangereux, mais Movlid, celui qui a gagné le tournoi et qui pour moi est potentiellement le meilleur 66 kg du PFL, ben il a popé pour EPO en plus, hein, donc c'est quand même particulier, et je crois que là du coup il est out pendant un an et quelques. Donc pourquoi pas le PFL aussi, mais bon, on va pas se mentir, après toutes ces années, on a quand même envie de le voir à l'UFC à Salah. L'UFC, parlons-en avec la preview de l'UFC 324. On commence du main event et on redescend les combats. Vous allez voir, j'ai adapté un petit peu la formule, j'ai fait un petit peu plus simple pour aller à l'essentiel. Je vais vous parler de tous les combats, mais juste les combats, enfin je vais citer tous les combats, et par contre il y a les combats qui m'intéressent pas dans le lot, je vais juste les citer et on passera au suivant. Mais comme je vous dis, la carte est très très cool, donc la plupart des combats m'intéressent. Donc on commence par le main event, Justin Gaethje contre Paddy Pimblett pour la ceinture intérimaire des 70 kg. Justin Gaethje, numéro 4 de la catégorie, 37 ans, 26-5 en carrière et 9-5 à l'UFC, contre donc Paddy Pimblett, numéro 5 de la catégorie, 31 ans, 23-3, enfin 31 ans il vient de les faire, hein, donc il est encore, enfin c'est un frais 31 ans, je crois que c'est 3 janvier son anniversaire, un truc comme ça, et donc 23-3 en carrière, 7-0 à l'UFC. Mais bon, on est sur un 7-0, voilà, 7-0 un petit peu particulier, vous le savez aussi bien que moi. Ce combat, écoutez, je pense que le problème de ce combat-là, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que si ce combat avait été annoncé en co-main event de l'événement pour désigner potentiellement le prochain au titre, mais sans qu'il y ait cet enjeu un peu de ceinture intérimaire, personne n'aurait gueulé. Mais là, faut quand même reconnaître que mettre Paddy pour la ceinture intérimaire, bon, voilà, on a compris que c'était parce qu'il était populaire et que le combat face à Topuria serait vendeur. Et pour moi, l'UFC a parfaitement joué son coup et lui a mis le seul mec que je vois Paddy pouvoir prendre dans le top 5, honnêtement. Hein. Là, aujourd'hui, que ça soit Oliveira, Holloway, Arman, tout ça, je ne le vois pas capable de les battre. Donc, en fait, voilà, c'est le nom Gaethje qui peut battre. Ça va être un combat qui est intéressant, parce que c'est une opposition de style, clairement, même si Paddy a montré de belles choses debout, des progrès, notamment face à Chandler, ça reste quand même avant tout un très bon grappleur, et Gaethje, même si il a une plutôt bonne lutte défensive, ça reste avant tout un striker. Sur le dos, c'est une tortue, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ce qui est particulier, parce que pourtant il tourne quand même avec des bons lutteurs et tout, donc il devrait avoir des bons scrums, tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué sur le dos, Gaethje. Donc le scénario de combat, il est assez clair, hein. Il y a deux options, on va dire. Soit Gaethje, ça reste debout, il arrive à défendre les potentiels amenés de Paddy, et il l'allume debout, et je pense qu'il arrive à le finir. Soit Paddy arrive à l'amener au sol, et il peut rapidement le soumettre. Si je dois donner mon pronostic sur ce combat-là, je pense que Paddy va s'imposer par soumission. Je vois la chose suivante, je vois Paddy réussir avoir du mal plutôt au début à amener Gaethje au sol, parce que je pense quand même que vu les noms avec lesquels il tourne, que ce soit Kamaru Usman, Archie Colgan, en lutte, il a ce qu'il faut, et Paddy a pas non plus une lutte exceptionnelle, si ce n'est un peu ses balayages, tous les trucs comme ça qui sont un peu plus, des choses un peu spécifiques, on va dire. Donc je pense qu'au début il va avoir du mal, je pense même qu'il peut prendre un mauvais coup, ça me choquerait pas qu'il prenne un petit down, un truc comme ça dans les 2 premiers rounds, mais je pense qu'avec la fatigue, Gaethje, on sait quand même que niveau game plan, des fois approche, fight IQ, c'est pas idéal, et je le vois faire une erreur, Gaethje dans le fin deuxième, début troisième, se faire amener au sol, et par contre à mon avis au moment où ça arrivera au sol, s'il arrive pas de suite à scrambler et se relever, ça va être très compliqué, et je pense que si ça touche le sol, il va se faire soumettre. Donc voilà, pronostic, 2 premiers rounds un peu difficiles pour Paddy, où il arrive à faire quelque chose parfois debout avec sa boxe un petit peu particulière, mais je pense que quand même il prend le bouillon, et voire même, je vous dis, potentiellement un down, un truc comme ça, mais où il arrive à survivre, parce que je pense quand même qu'il a un bon menton, Paddy. Et 3e round, à mon avis, il arrivera Gaethje fera une connerie, il se retrouvera sur le dos d'une manière ou d'une autre, et je pense qu'il se fera étrangler. Donc voilà, mon pronostic, je dirais Paddy par soumission, 3e round. On enchaîne avec le co-main event, donc vu que Kayla Harrison contre Amanda Nunes a été annulé. Très dommage, d'ailleurs, j'en reparlerai au moment de la note de la carte, mais je trouve que ça enlève, même si c'est un combat féminin, ça restait quand même un très beau combat féminin. Donc je trouve ça dommage que ça soit annulé, apparemment reprogrammé, mais je sais pas quand ça va être reprogrammé, parce que c'est du sérieux l'opération de Kayla Harrison. Donc le co-main event devient Sean O'Malley contre Song Yadong. Sean O'Malley, numéro 3 de la catégorie, 31 ans, 18-3 en carrière, 10-3 à l'UFC, contre donc Song Yadong.
numéro 5 de la catégorie, 28 ans, ça m'a surpris, je savais pas qu'il était aussi jeune, Song Yadong, je l'imaginais un peu le même âge qu'O'Malley, 22-8-1 en carrière et 11-3-1 à l'UFC. Beau combat de retour pour Sean O'Malley après ses 2 défaites face à Merab, combat clairement prenable, mais combat pas facile non plus parce que en fait c'est un peu une opposition de striking. Je trouve que Song Yadong il fait du beau boulot quand il est un peu au corps à corps, il a des très bons crochets, il est un peu compact on va dire, donc très bon crochet, bon uppercut, même s'il est bien à distance aussi, mais voilà, un profil plus physique, là où O'Malley lui a, alors même si au corps à corps il a des très bons genoux O'Malley, mais il a un jeu plus à distance, qui utilise très bien son allonge, il a d'excellents déplacements, franchement en termes de déplacement pur, c'est sans doute un des meilleurs sur le plan du striking, toute catégorie confondue à l'UFC, même peut-être le meilleur, je dirais, franchement, en termes de déplacement, c'est vraiment excellent ce qu'il met en place O'Malley, même si sur ses 2 derniers combats face à Merab, ça a été un petit peu moins le cas, mais voilà, je vois un O'Malley jouer un petit peu plus à distance, là où Song Yadong, selon moi, devrait casser la distance et rentrer. Parce que Sean O'Malley, j'ai parlé de, évidemment, c'est jab, bras arrière, tout ça, mais il a aussi de très bons types, un peu à la manière de ceux que font Cyril Gane pour ceux qui voient l'exemple. Donc, très beau fight. Je pense qu'on verra pas de sol dans ce combat-là. Enfin, quoique je suis Song Yadong, est-ce que j'essaye pas d'amener au sol, au moins de lutter pour un peu casser le rythme d'O'Malley, pourquoi pas, mais je pense quand même que c'est un combat qui va se dérouler debout la plupart des 3 rounds, et je pense qu'on va se régaler. Franchement, je pense que ça va être un très beau fight. Si je dois donner un pronostic, je pense quand même que Sean O'Malley va s'imposer. C'est pas parce qu'il est sur 2 défaites il faut le rayer de la liste des contenders, loin de là. Et je pense même que en cas de victoire, l'UFC peut nous faire un petit micmac, revanche avec Petroyan et mettre un peu Merab sur le côté, lui dire t'inquiète, t'auras le titre, ça va bien se passer tout ça. Tu prends le gagnant derrière, mais ouais, je pense qu'ils vont essayer de pousser, notamment pour la Maison Blanche, parce que faut le dire, hein, O'Malley à la Maison Blanche, forcément pour le public américain c'est vendeur. Et puis il y a une histoire avec Petroyan, vu que il a perdu le premier combat à Petroyan. Je vous invite à le revoir, ce combat. On parle souvent de vol. Pour moi, c'est quand même plus... on est à la frontière du vol. Je pense quand même que on peut trouver des arguments à O'Malley. Mais voilà, en tout cas, c'était un combat dont l'issue peut être débattue. Hein. Les 2, pour moi, avaient clairement leur mot à dire sur la décision. Donc, avoir une revanche, ça ne me déplairait pas, surtout avec une belle victoire de Sean O'Malley là. Est-ce que je vois Sean O'Malley capable d'éteindre Song Yadong? Franchement, je pense pas. Sur 3 rounds, ça me paraît quand même compliqué. Donc je pense qu'on va avoir une décision. Mais par contre, je peux voir un Sean O'Malley assez dominant. Revenir sur un peu le Sean O'Malley qu'on a vu par exemple contre Marlon Vera. Vraiment qui domine avec un Song Yadong qui a du mal en fait à imposer son jeu et qui subit un peu le rythme et la distance d'O'Malley, et je pense que ça peut être un combat assez difficile, mine de rien, pour Song Yadong. Donc en fait, je vois 2 scénarios. Soit on a un combat assez serré, et dans ce cas-là, je pense que Song Yadong pourrait un peu sortir du lot. Un combat un peu, pas sale, mais voilà, où Song Yadong arrive un peu à salir le combat. Ou sinon, l'autre scénario que je vois vraiment une victoire d'O'Malley assez claire, quoi, où il a distance. J'arrive pas à avoir une victoire claire de Song Yadong, pour le coup. Je vois pas Song Yadong rouler sur O'Malley, ça j'ai quand même du mal à y croire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vais partir sur Sean O'Malley à la décision unanime. Je pense, à mon avis, le scénario le plus probable, c'est que vraiment il arrive à très bien gérer le rythme de Song Yadong, la distance et tout, et qui domine. On fait un grand écart, on passe chez les poids lourds avec Waldo Cortés Acosta contre Derrick Lewis. Waldo Cortés Acosta, 5e de la catégorie, 34 ans, 16-2, 9-2 à l'UFC. En face, Derrick Lewis, 8e, 40 ans déjà, Derrick Lewis, 29-12, 20-10 à l'UFC. Je me souvenais pas qu'il avait autant de combats. 30 combats à l'UFC, c'est quand même énorme. Hein. Je pense que c'est dans le top, parce que le record, c'est Jim Miller avec 46, mais derrière, ça descend assez vite. Donc, je pense qu'il doit être dans peut-être pas top 10, mais il doit être top 20, à mon avis, des combattants avec le plus de combats à l'UFC. Donc, voilà, rien que pour ça, c'est pas de son on connaît, hein, Derrick Lewis, maintenant, c'est un des piliers un peu de la catégorie. Combat sympa, franchement, combat sympa pour Waldo Cortés Acosta. Il devrait s'imposer, normalement. Je pense que techniquement, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Hein. C'est un meilleur combattant. Après, Derrick Lewis, on le sait. Il a la foudre dans les poings. Il tape comme un sourd. S'il a le record de KO à l'UFC, c'est pour une raison. Techniquement, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Hein. C'est un peu la bagarre, on va dire. Mais il peut connecter. On l'a vu. Même des gens avec pourtant des gabarits quand même très particuliers. On a vu son dernier combat face à Talisson Teixeira, qui est immense, qui a une allonge de malade. Et pourtant, il a réussi à le connecter.
Donc attention à Waldo Cortés Acosta, qui est pourtant sur un très très beau run, mais c'est un combat qui, je pense, où on pourrait avoir une surprise. Faut jamais mettre de côté Derrick Lewis. Mais voilà, je vais quand même prendre le choix un peu de la sécurité, de la raison, voilà, il est sur une belle dynamique, Waldo Cortés Acosta, il est quand même plus jeune, il a perdu quand même que contre des vraiment noms assez solides de la KT. Je dis pas que Derrick Lewis ne l'est pas, je dis plutôt qu'il ne l'est plus. Voilà, je pense qu'à une époque, Derrick Lewis aurait été une autre affaire, mais là, quand même 40 ans, je pense qu'en fait, la différence de vitesse, surtout entre les deux, va quand même jouer, parce qu'il a quand même une anglaise assez rapide, Waldo Cortés Acosta, mais encore une fois, attention au potentiel KO, parce que on est jamais à l'abri chez les lourds, d'autant plus avec Derrick Lewis, mais je vais quand même partir du principe que Waldo Cortés Acosta va s'imposer. Est-ce qu'il s'imposera par KO ou par décision? Je vous avoue que je me tâte encore. Je dirais... je vais dire KO. Je vais dire KO quand même, parce que Waldo Cortés Acosta, il est quand même sur une sacrée série. Là, il est revenu avec un style un peu plus agressif, je trouve, depuis sa défaite face à Pavlovich. Donc, ouais, ça me choquerait pas qu'on ait un KO assez rapide, en fait, qu'il le cueille un peu à froid à Derrick Lewis, même si ça peut être dangereux aussi. Mais ouais, je dirais KO assez rapide. Je vais dire Waldo Cortés Acosta par KO dans le premier round. On enchaîne avec le combat féminin sur cette carte principale, mais beau combat féminin, attention, ne rentrons pas dans le cliché de combat féminin égale nul. Là, c'est un vraiment très beau combat féminin. Natalia Silva, numéro 2 de la catégorie, 28 ans, très très jeune, 19-5-1 et 7-0 à l'UFC. Et là, pour le coup, c'est pas le 7-0 de Paddy, c'est un vrai 7-0. En face, Rose Namajunas, numéro 6 de la catégorie, 33 ans, 14-7, 12-6 à l'UFC, donc quasiment toute sa carrière à l'UFC. Donc pourquoi je dis très beau combat? Parce qu'à mon avis, en termes de striking, ça va être très joli à voir. On est sur quand même deux... Alors, Rose, je dirais quand même plus complète, mais c'est quand même principalement deux strikeuses, de très bonnes strikeuses, très explosives, très rapides. Donc on peut avoir de très beaux échanges. Natalia Silva est favorite. Pour moi, c'est logique, franchement, vu son âge, le run sur lequel elle est. Rose, bon, mine de rien, Rose, c'est vrai que depuis la défaite face à Manon, elle a quand même bien rebondi, mais voilà, je pense quand même qu'elle est en dessous à son prime. Ça aurait été peut-être autre chose, mais là, voilà. Elle a quand même commencé à avoir pas mal de kilométrage. Niveau motivation, je sais pas si c'est très très haut aussi. En termes de gabarit, pour le coup, Natalia Silva, je trouve pas qu'elle a un gabarit énorme. Donc même si Rose vient de la catégorie d'en dessous, à mon avis, ça posera pas nécessairement plus de problèmes que ça. Mais voilà, je pense que c'est juste pour le coup la fraîcheur, la dynamique, tout est du côté de Natalia Silva sur ces points-là. Donc je pense qu'elle va dominer. Mais à mon avis, on va avoir un très beau combat sur 3 rounds. Donc ne sautez pas ce combat-là. Ça peut être très sympa. Et je vais dire du coup Natalia Silva par décision unanime. Et là, on arrive sur un des petits bangers de cette carte. Arnold Allen contre Jean Silva. Arnold Allen, numéro 6 de la catégorie, 32 ans, 23 en carrière, 11-2 à l'UFC. Je n'avais pas percuté qu'il avait un si beau palmarès à l'UFC, Arnold Allen. C'est vrai que je restais en fait beaucoup sur la défaite face à Movzar et la défaite face à Max Holloway, mais en fait, c'est les deux seuls mecs contre qui il a perdu à l'UFC. Et à part ça, il a quand même 11 victoires. Donc, c'est vrai que quand je pense à Arnold Allen, c'est vrai que je pense pas mal à ses défaites, mais en fait, ouais, il a quand même un sacré palmarès. Ça m'a surpris quand j'ai fait les notes pour la vidéo. Et donc face à lui, Jean Silva, numéro 10, 29 ans, 16-3 en carrière, 5-1 à l'UFC, sa seule défaite étant son dernier combat face à Diego Lopez. Et je trouve qu'il est important de le rappeler, combat dans lequel, selon moi, si Jean Silva n'était pas le fou qui aboie, je pense que c'est un combat qu'il aurait dû gagner. Franchement, il avait eu du mal dans le premier round, mais il revenait très très fort. Et il s'est un peu emporté. Voilà, il s'est déconcentré. Et pour moi, c'est ce qui lui a coûté la défaite, parce que je pense vraiment, et c'est fou à dire quand on connaît le niveau de Diego Lopez, mais qu'en termes de compétences pures, Jean Silva est quand même au-dessus. Donc pour toutes ces raisons, je vois Jean Silva, de toute façon il est favori, mais je vois Jean Silva au-dessus d'Arnold Allen, malgré donc, comme je vous dis, en fait quand j'ai vu l'annonce, je me dis oh Jean Silva va le tuer, et c'est vrai qu'en fait avec le recul, j'ai peut-être sous-estimé Arnold Allen, parce que mine de rien, voilà, encore une fois, 2 défaites, mais Movzar et Max Holloway, donc bon, il y a quand même pire en termes de défaites, mais voilà, je pense que
ça va être un combat prenable pour Jean Silva, mais par contre, surtout, ce qui me hype, au-delà de revoir Jean Silva dans la cage, c'est surtout le combat en lui-même, parce que on est quand même sur deux combattants qui ont une très 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 bonne anglaise, donc je pense que dans les échanges dans la poche, tout ça, va falloir pas cligner les yeux, parce que ça peut tomber très vite. Les deux tapent quand même relativement fort, Jean Silva plus encore, mais même Allen, hein, ça tape quand même très très fort, donc à mon avis, c'est un combat dans lequel on pourra avoir un finish, mais je vais jouer le choix de la sécurité et dire que Jean Silva va... Enfin, je sais même pas en fait si c'est le choix de la sécurité. Je vous avoue que j'ai pas regardé les cotes en détail, mais je sais même pas si elles sont sorties. Mais je me demande en fait si Jean Silva par KO, c'est peut-être pas plus probable statistiquement que par décision. Mais je me dis quand même que Arnold Allen, il en a vu quand même d'autres entre guillemets et que il arrivera à tenir jusqu'à la décision. Donc je vais dire Jean Silva par décision, ce qui serait du coup la seule autre victoire de Jean Silva à la décision contre Vacheros au Dana White Contender Series. Donc ça serait quand même en quelque sorte, enfin tu vas pas parler j'allais dire une prouesse pour Allen. Bon, une prouesse pour Allen de perdre peut-être pas, mais voilà, de pas se faire finir, ce serait quand même quelque part dans la défaite un statement un peu de la part d'Allen, mais je vous dis ça me choque pas du tout si Jean Silva nous fait du Jean Silva et l'éteint dès le premier round, ou peut-être pas quoique. En fait ça dépendra de la dynamique du combat. Si on a un combat un peu mesuré, ça peut tenir, mais par contre c'est vrai que si les deux ils viennent au centre de la cage et ils s'allument dès les premières secondes, bon, forcément, je vois mal le combat à la décision. Ça dépendra plus de l'approche d'Allen, parce qu'on sait quand même que Jean Silva, il est quand même agressif de manière générale, même si c'est l'agressivité à la Fighting Nerd, donc c'est pas une agressivité un peu... avant de se faire finir face à Diego Lopez, pour moi, ça a été de l'agressivité débile, mais la plupart du temps, c'est quand même une agressivité calculée où il cherche vraiment son ouverture, et par contre, dès qu'il a trouvé l'ouverture, là, il va envoyer tout ce qu'il a. Donc à voir selon l'approche d'Arnold Allen. C'est plus selon moi Arnold Allen quand même qui va faire le combat que Jean Silva. Si on a Arnold Allen qui vient très très bien préparé et qui a une approche vraiment mesurée, intelligente, ça peut être intéressant. S'il vient, parce que c'est vrai qu'il est très peu actif aussi, Arnold Allen, c'est un peu son problème. S'il vient, pour prendre son chèque entre guillemets, là je pense que ça peut être difficile. Donc, écoutez, je vais rester sur mon pronostic de base, je vais dire Jean Silva à la décision, et on enchaîne avec, alors, un des combattants qui me hype le plus de la carte, mais malheureusement l'adversité me parle moins. Umar Nurmagomedov contre Deiveson Figueiredo. Umar, numéro 2, 30 ans, 19-1, 7-1 à l'UFC, seule défaite face à Merab évidemment. Deiveson Figueiredo, numéro 6, 38 ans, hein, voilà, il est clairement plus dans son prime, 25-5-1 et 14-5-1 à l'UFC, le 1 étant le match nul avec Brandon Moreno évidemment. Je sais plus, c'était le premier je crois de leur quadrilogie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, combat en fait... Ça fait vraiment plaisir de voir Umar parce que c'est pour moi un des meilleurs combattants pound for pound à l'UFC. Je vous dis pas qu'il est top 5, hein, bien sûr, mais ça fait partie avec Arman Tsarukyan, par exemple, selon moi, des combattants qui mériteraient d'être dans... Je sais même pas s'il y est... Non, je crois qu'il y est pas. D'être dans le top 15 pound for pound en termes de skills, même s'ils sont pas champions. Donc voilà, j'aime toujours regarder Umar combattre, même si son dernier combat, je l'ai trouvé... Après... Il affrontait quand même un mec solide, mais je l'ai trouvé un petit peu moins impressionnant qu'à son habitude. Là, je pense qu'il va lui rouler dessus. Je vais être très clair, je pense qu'il va rouler sur Figgy. En termes de physique, déjà, il va avoir une différence. Enfin, en fait, je vais vous dire, sincèrement, je pense qu'Umar est meilleur partout. Je pense qu'Umar est meilleur partout. Bien meilleur, même sur certains aspects, notamment la lutte. Le seul truc à la limite où Figgy est peut-être au-dessus, et c'est fou de dire ça puisqu'il vient de la catégorie d'en dessous, c'est la puissance de frappe, parce que bon, bah, ça reste Figgy, hein. Le mec a quand même down Marlon Vera, hein, si je dis pas de bêtises, donc ça en dit long, même au Malais il a pas réussi à le faire. Après, en fait je le vois se faire dominer, franchement je le vois se faire dominer, en plus il y a la notion du retour, ah non je vous dis une bêtise, non j'allais dire après la blessure de Sandhagen, mais non il a refait un combat entre temps contre Damon Jackson je crois, et en plus c'est un combat dans lequel je trouve que Figgy a pas brillé plus que ça, c'est plus Jackson qui a fait un combat un peu particulier où il aurait pu gagner. Donc là, à mon avis, Figgy, on commence chaque combat, à mon avis, ça sera un petit peu moins bon parce que 38 ans, hein, il s'éloigne de son prime. Donc voilà, pour ces raisons-là, je vais dire Umar. De là à voir Umar le finir sur un 3 rounds, j'ai quand même du mal à l'imaginer, franchement. Parce que même si il est au-dessus... Figgy, il est quand même pas facile à finir. Hein. Il est quand même vraiment pas facile à finir. Contre Sandhagen, il se fait finir, mais parce que il se blesse.
Le soumettre, le KO, j'ai du mal à le voir, franchement. Et le soumettre, ça me paraît compliqué aussi parce qu'il a quand même un bon sol, Figgy. Donc je vais dire Oumar. Je vais dire Oumar la décision, mais pour le coup, un beau 30-27 ou voire même un 30-26, ça me choquerait pas qu'il y ait un 18 dans le lot, notamment sur le dernier round, peut-être avec un Figgy qui descend un petit peu au niveau conditions physiques et tout. On voit au niveau du physique qu'il est moins bien préparé que d'habitude, donc ça me choquerait pas. Mais je vais dire Oumar la décision. Voilà, je vais dire une bonne décision, bien dominante. Et moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais bien qu'après cette victoire-là, si bien sûr il s'impose, c'est pas fait, mais voilà, on pense qu'il va le faire. Si Oumar s'impose, j'aimerais vraiment qu'il affronte Petroyan pour le titre, parce que c'est un combat, vous le savez, que je veux voir depuis très longtemps. Après, bon, il y a Merab dans l'équation, il y a évidemment Sean O'Malley, donc honnêtement, je pense qu'il faudra qu'il refasse un combat de plus Oumar pour avoir son title shot de nouveau. Et on arrive sur un des deux gros prospects de cette carte là. Vous allez le voir, hein, je sépare plus combattant entre guillemets classique et prospect. Je vais tout regrouper, mais par contre, quand il y a un prospect, je le mentionnerai de manière explicite. Ateba Gauthier contre André Pouliaev, le prospect étant évidemment Ateba Gauthier, donc les deux ne sont pas classés. 23 ans du côté d'Ateba Gauthier, 9-1 en carrière, 3-0 à l'UFC. 3 finishes premier round, hein. Bon, je précise. Et en face, donc André Pouliaev, pas classé non plus, 28 ans, 10-3, 1-1 à l'UFC. Je vais être clair, même si je dirais quand même que c'est une légère amélioration par rapport à l'adversité qu'il a rencontrée jusque-là, je pense qu'on va avoir une démolition d'Ateba Gauthier, et je pense qu'on va avoir un KO premier round encore une fois. Il est vraiment impressionnant, hein. Il est vraiment impressionnant, Ateba Gauthier. Je sais pas ce qui est le plus impressionnant entre son âge, parce que 23 ans, un physique pareil, ça fait peur. C'est quoi? Il va avoir quel physique quand il en aura 30? Enfin, c'est terrifiant. Je pense que quand il aura 30 ans, il sera plus chez les 84, hein, pour le dire clairement. À mon avis, il sera passé dans la catégorie du dessus. Donc physique impressionnant, très jeune, très explosif. Évidemment, voilà, c'est un. J'aime pas. Enfin, à la fois je l'aime bien et je l'aime pas la comparaison avec Ngannou, parce que ils ont quand même des points communs, hein, le physique, la puissance de frappe. Je crois que les deux sont du Cameroun, mais Ateba Gauthier me paraît quand même plus réfléchi pour quelqu'un qui a que 9-1 et qui a que 3 combats à l'UFC que ne l'était Ngannou. Ou Ngannou, après c'est peut-être la catégorie qui veut ça, mais Ngannou, il arrivait quand même vraiment, l'image que j'ai en tête, c'est le finish face à Rozenstruik où il lui court dessus en faisant crochet. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas Ateba faire. Il y a quelque chose que j'adore avec Ateba et qu'on soupçonne pas quand on le voit 3K au premier round. Voilà, le physique, on se dit, voilà, lui, c'est une brute. C'est qu'il est quand même très patient. Il est très calculé. Quand il touche, il se jette pas son adversaire. Il prend le temps vraiment de bien set-up son finish. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important pour la suite pour lui. Donc voilà, je suis très fan d'Ateba, de son approche. Il est en plus dans une très bonne équipe, la Manchester Top Team. Équipe de Leron Murphy, Ibrahimov, pour ne citer que les gros noms. Je crois qu'il y a aussi Nathaniel Elwood là-bas. Donc voilà, équipe très solide en Angleterre. La question avec Ateba, mais on n'aura pas la réponse là, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est au sol et notamment sur le dos. Je pense que par son physique, je le dis souvent, et sa puissance, il doit être capable déjà de faire un espèce de mur sur la défense de lutte. Donc, à mon avis, il va falloir y aller vraiment en finesse technique pour l'amener au sol. Mais là où ça m'inquiète un peu plus, c'est sur le dos. Qu'est-ce qui se passe s'il se retrouve sur le dos? Je vous le dis encore une fois, on n'aura pas la réponse sur ce combat-là, va falloir aller plus haut. Mais d'un autre côté, même si sur le dos c'est pas terrible, bah, il a que 23 ans. Il a que 23 ans, donc il va encore beaucoup progresser. Il a une très bonne équipe, il est intelligent dans son approche. Donc voilà, franchement, l'avenir pour Ateba Gauthier, il est plus que brillant. Donc évidemment, à suivre absolument ce combat-là, parce que bah, c'est un combattant, je pense, qui est là pour durer et qui va monter très haut à l'UFC. Le prono, hein, je le redis au cas où, Ateba Gauthier, KO premier round, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et j'espère quand même qu'après ce combat-là, il va avoir une hausse d'adversité. Alors, d'un autre côté, est-ce que je veux vraiment qu'il ait un nom dans le top 15 ? Je sais pas, parce que je pense que c'est aussi bien qu'il prenne son temps. Encore une fois, je le redis, il n'a que 10 combats en carrière et 23 ans. Donc si il a encore 1 ou 2 combats même de plus hors top 15, c'est pas délirant. Sachant qu'il y a des noms hors top 15 hein, qui peuvent être intéressants, on va en reparler plus tard dans cette carte. Mais voilà, en tout cas, Ateba Gauthier, clairement un nom à suivre. Après ça, Nikita Krylov, Modestas Bukauskas, ça fait partie, je vais être honnête, des combats qui ne m'arrivent pas plus que ça. C'est deux noms qui sont solides, hein, franchement, même si Krylov il est clairement sur la pente descendante.
Bukauskas, je le vois passer, franchement, je vais faire vite sur le combat, je le vois passer, mais je le vois pas aller beaucoup plus haut non plus, ça m'étonnerait qu'il pète le plafond de verre du top 10. Je pense que voilà, c'est 2 noms qui vont rester à peu près entre la 13e et 15e place. À mon avis, ça ira pas plus haut, donc voilà, pas forcément d'intérêt, surtout qu'en plus les 93 kilos, vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, c'est une catégorie que j'apprécie pas plus que ça, comme les poids lourds, donc voilà, pas un grand intérêt. Alex Perez, Charles Johnson, ça me parle par contre chez les 57. Alex Perez, 11e, 33 ans, 25-10, 7-6 à l'UFC. Charles Johnson, 13e, 35 ans, 18-7, 7-5 à l'UFC. Donc vous voyez, duel de vétérans un peu. Mais ne vous fiez pas par contre à leur palmarès, 7-6, 7-5 à l'UFC. C'est vrai que sur le papier, ça fait pas rêver. Mais c'est quand même des combattants qui ont eu toujours une grosse adversité. Et notamment dans le cadre de Charles Johnson, c'est des combattants qui sont un peu... L'autre exemple que j'ai en tête, c'est Christian Rodriguez chez les 60... je me trompe à chaque fois, je sais plus si c'est 66 61, je crois que c'est 66, Christian Rodriguez, un peu les tueurs de prospects. C'est la seule défaite à l'UFC de Joshua Van Charles Johnson. Il a aussi battu Loner Cavana, voilà, il tue un peu ces prospects là, donc c'est toujours intéressant. Moi, j'aime beaucoup le style de Charles Johnson. Alex Perez a fait de très belles choses, je trouve, dans son combat face à Aswal Mabayev avant de se faire soumettre. Pour moi, il dominait le combat. Hein. Donc, combat qui me hype, franchement. C'est pas un combat... alors, c'est un peu hypocrite de ma part parce que je viens de vous dire pour le combat précédent que ça m'intéressait pas plus que ça parce que c'était des combattants que je voyais rester entre la 10 et la 15e. Je vais être honnête, ça va être pareil là, hein, je vois aucun des deux maintenant, surtout monter dans le top 5 ou remonter dans le cas de Perez qui je crois a été assez haut, je crois même qu'il a fait le titre, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça va être des combattants qui vont rester dans le top 15 et même je pense que là le perdant il en sort en vrai du top 15. Ah quoique si c'est Alex Perez il est 11e, non il descendra peut-être 14-15, peut-être pas. Baron Charles Johnson, je pense que s'il perd, il sortira. Mais voilà, ça va être un combat fun et je vais pronostiquer Charles Johnson. Le KO me choquerait pas, mais je vais quand même dire décision parce que je pense qu'Alex Perez il est difficile à finir sur la partie KO et il a quand même montré de belles choses face à Almabayev. Et donc après ça, l'autre combat qui m'intéresse un peu moins franchement sur cette carte, Michael Johnson contre Alexander Hernandez. Pourquoi ça m'intéresse moins? Parce que bon, Michael Johnson, voilà, c'est vraiment un vétéran de chez vétéran, il a plus grand chose à prouver, même s'il a surpris pas mal de monde face à Daniel Zellhuber. C'est un des upsets de l'année, hein, très clairement, même d'un point de vue, entre guillemets, statistique, les cotes et tout. Alexander Hernandez, il est quand même sur une belle série, je crois qu'il est sur 3 victoires consécutives, il y a des jolis noms dans le lot, mais, attendez, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est ça, hein, je vérifie juste. Mais voilà, le truc c'est qu'Alexander Hernandez, en fait, certes, il est sur 3 séries, mais il a quand même beaucoup de défaites à l'UFC aussi. Je le vois pas, en fait, monter... il va avoir un plafond de verre, il a... Bon, 33 ans, ça va, c'est pas catastrophique, surtout qu'en plus, visiblement, il est de fin d'année, donc voilà, il vient de les faire, entre guillemets. Mais voilà, ouais, 17 à l'UFC, même s'il est sur... non, il est sur 4 victoires consécutives, pardon. Et les dernières, c'est vrai qu'elles sont jolies, quand même. Hein. Les 2 dernières, Chase Hooper, Diego Ferreira, les 2 par TKO, c'est quand même des sacrées victoires. Et vous voyez, avant ça, défaites face à Damon Jackson, Bilal Geo, Billy Quarantillo, Renato Moicano. Bon, après, là, c'est un peu plus vieux, mais il y a quand même des défaites dans le lot. Bon, ça fait quand même pas rêver. Là, je le vois gagner, franchement, je le vois gagner. Je le vois pas rentrer forcément dans le top 15 sur cette victoire-là. Peut-être la prochaine ou prendre un nom top 15 après ça. Mais voilà, c'est un combat qui m'intéresse pas plus que ça parce que c'est 2 noms... qui pour moi sont pas des noms à surveiller forcément à l'avenir quoi. C'est 2 noms qui peuvent encore faire des beaux combats, surtout dans le cas d'Hernandez qui est quand même un peu plus jeune, mais voilà, je les vois pas forcément exploser top 15, top 10, tout ça à l'avenir. Et par contre, là, on est sur le 2e prospect qui me hype beaucoup de cette carte. Pourtant, c'est une catégorie que j'aime pas, hein, les poids lourds. C'est partie des rares noms intéressants, je trouve, de la catégorie. Josh O'Kitt contre Denzel Freeman, le prospect donc étant, pour ceux qui ne connaissent pas les deux, Josh O'Kitt. Les deux sont pas classés évidemment. 28 ans pour Josh O'Kitt, 7-0 en carrière, 1-0 à l'UFC. Denzel Freeman, 34 ans, 7-1, 1-0 à l'UFC. Pourquoi est-ce que Josh O'Kitt me parle beaucoup? Vétéran du Dana White Contender Series de l'année passée, 2025. Très bon combattant, très jeune déjà, hein, 28 ans pour un poids lourd, c'est quand même solide, déjà être à l'UFC à cet âge-là, voilà.
En plus de ça, très bon lutteur, bagage de lutte, bonne anglaise, je trouve qu'il a une bonne puissance dans les points, bon, un peu comme tous les poids lourds, hein, on va vous dire, mais voilà, c'est surtout la lutte que j'aime beaucoup et le côté athlétique, je crois que c'est donc il a un passif de lutteur, mais je crois qu'il a aussi un passif de football américain, donc voilà, en général, football américain, ça veut dire qu'on est sur des bêtes athlétiques assez impressionnantes, donc déjà, vu la catégorie, tu réunis bonne lutte et potentiel athlétique, tu peux déjà rentrer top 10. Hein, voilà, on va simplifier. Donc voilà, en plus lui il est jeune, il a une anglaise qui est correcte. Donc voilà, franchement, pour toutes ces raisons-là, je suis assez hypé pour Joshua Kick. Et je suis assez surpris pour le coup parce qu'il n'est pas si favori que ça. Alors il est favori, mais pas des masses face à Denzel Freeman qui pourtant sort d'un combat vraiment pour ne pas dire chiant, mais voilà, hein, un combat de merde, face à comment je fais, Marek Burio, un nom comme ça, là, un mec qui, en plus, n'aurait pas dû signer à l'UFC. Donc, assez surpris, voilà, que Okid soit pas plus favori que ça. C'est le genre de combat où je l'aurais vu très très large favori. En fait, c'est assez modéré. Donc, pourquoi pas finalement un bon test, mais je pense que voilà, le niveau de Josh Okid est bien plus élevé, donc il aura des difficultés plus haut. Mais si vous aimez bien la catégorie des poids lourds, pardon, n'hésitez pas à suivre ce combat-là parce que Okid c'est quand même solide et potentiellement un futur top 10, voire même plus haut selon comment il évolue dans sa carrière. Et le dernier combat de la carte, c'est Ty Miller contre Aden Fujit. Pareil, combat qui m'intéresse pas plus que ça, je vais pas vous mentir. Ty Miller à la limite peut-être, voilà, c'est un vétéran lui aussi Dana White Contender Series de la saison précédente, la saison 9, qui a été génial, hein, franchement, qui a vraiment été génial cette saison. J'ai très hâte de la 10, hein, j'espère qu'il y aura des petites améliorations peut-être sur le format et tout, mais si on a la même qualité de combat que la 9, on va se régaler. Voilà, mais après c'est pas un nom que j'avais forcément retenu. De mémoire, le nom me parle pas plus que ça, donc je pense qu'il était pas dans ma liste des 10 noms à retenir. Donc pourquoi pas, voilà, à regarder, mais c'est pas le combat qui me fait particulièrement rêver. Ceci étant dit, on va faire le petit top 5 des combats de la carte qui m'hype le plus. En cinquième, je vais dire Ateba Gauthier contre André Pouliaev. Tout simplement parce que le combat va être une démolition, je pense. Voilà, on va avoir un finish round 1, un de plus de la part d'Ateba Gauthier. Le dernier, c'était le dernier, oui, je crois, où le finish, alors au début, quand on le regarde, il paraît lunaire. L'autre, il arrive en lutte sur lui et Ateba Gauthier le prend avec les deux mains et lui tourne la tête en fait pour le faire changer de côté et on dirait qu'il le blesse en faisant ça. Et en fait non, c'est qu'avant il prend un uppercut ou un genou, je crois, de mémoire. Mais sur l'image, on a vraiment l'impression qu'en fait l'autre le tient et juste Ateba Gauthier par force pure lui tourne la tête et le blesse en fait sur ça, l'éteint entre guillemets avec ça. Donc c'était assez marrant à voir. Même sur le moment, je vous invite à aller revoir ce moment si vous l'avez pas vu. Même les commentateurs ne comprennent pas ce qui s'est passé et surtout je crois que c'est Daniel Cormier qui a une réaction particulièrement marrante. Bon, Daniel Cormier quoi. Mais voilà, donc bref, je me suis perdu, mais encore une fois, je pense qu'on va avoir un KO round 1. Numéro 4, Umar Nurmagomedov contre Davison Figueiredo. Pour être honnête, je pense qu'Umar, c'est le nom qui me parle le plus de toute la carte, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adversité, c'est fou, parce que c'est quand même un ancien champion, mais voilà, il est loin de son prime, me parle un peu moins, donc pour ça, c'est quatrième. Sean O'Malley et Song Yadong en 3 parce que sportivement ça va être un joli combat d'un point de vue technique en striking, je pense qu'on peut voir de très belles choses. En 2, Arnold Allen contre Jean Silva pour le côté déjà aussi de très belles choses debout. Jean Silva que j'aime beaucoup personnellement, enfin j'aime beaucoup. J'ai du mal avec le personnage, parfois il est quand même un peu relou avec son truc d'aboyer et tout, normalement c'est à la longue c'est un peu lourd, mais dans la cage il faut reconnaître qu'il est exceptionnel, donc forcément je suis content de le revoir et je pense que ça peut être une belle bagarre ce combat-là selon l'approche d'Arnold Allen. Et numéro 1 quand même, voilà, Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Le combat en lui-même, faut quand même être honnête, il est quand même cool le combat, hein. Franchement c'est une opposition de style, est-ce que Paddy va réussir à passer? Pour moi, oui, mais le fait qu'il termine KO, la tête décrochée sur le sol de l'octogone, c'est possible aussi. Donc voilà, ça reste quand même un combat qui est intéressant. Et s'il y avait eu Amanda Nunes contre Kayla Harrison, je pense que je l'aurais placé peut-être... je l'aurais mis numéro 4. J'aurais fait sortir Ateba Gauthier, André Pouliaev, et je l'aurais mis devant Umar et Figui. C'est vous dire quand même, hein, c'est un combat qui m'a hypé pas mal. Et en 6, je pense que j'ai... En 6, je me demande si j'ai pas Natalia Silva contre Rose Namajunas, franchement, pour vous dire. Hein. Ouais, je pense que j'ai ça en 6. Donc voilà, c'est quand même les deux combats féminins de la carte. Enfin, du coup, un maintenant que le combat de Kayla Harrison et Amanda Nunes a sauté, c'était quand même de très beaux combats.
Pour la note, bah écoutez, c'est une très belle carte franchement pour commencer l'année. Les 6 derniers combats sont vraiment excellents. Il y a même pas de déchets quoi. Même le combat féminin, encore une fois, je le redis, est vraiment très très cool. Il y a la perte d'Harrison Nunes qui fait quand même un peu chuter la carte, mais à part ça, je pense que ça mérite quand même son 16,5 sur 20, donc on verra si après coup, ça maintient, ou ça va plus haut, ou ça va plus bas. De toute façon, il y a que ces 3 options possibles. Et on finit avec la 3e partie, donc les actus. Actu principale et ensuite annonce de combat en vrac. Alors, annonce de combat, il y en a pas mal, hein, donc là, ça va être vraiment pour les puristes. Hein, je vais pas vous mentir, dans le lot, il y a des noms, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent pas forcément, mais voilà, c'est pour les puristes, donc ceux qui kiffent ça, vous allez voir, il y a des petits combats sympas si vous n'avez pas vu, qui sont passés un peu sous les radars. Donc l'actu principale évidemment, c'est le retour prévu d'Ilia Topuria, donc qui annonce qu'il sera sans doute de retour entre avril et juin face au vainqueur visiblement de Paddy contre Gaethje. C'est lui qui l'a dit, hein, parce qu'on lui a parlé de Saroukian, il a dit non, le vainqueur de Paddy Gaethje. S'il dit mai-juin, ça m'étonnerait grandement que ce soit pas en juin, à la carte de la Maison Blanche, hein, c'est ce qui fait le plus de sens vu la star qu'est Topuria. Par contre, ce qui m'intéresse aussi dans cette annonce-là, c'est que Merab, je sais pas si vous l'avez vu passer, il a dit qu'en fait, en réalité, donc lui qui est quand même très pote avec Ilia, qui a donc sans doute des petites exclus en privé, il a dit qu'on est plus proche qu'on le pense d'un combat entre Islam et Ilia, et donc moi je vois bien ce scénario dont je vous avais parlé par le passé, de en fait Ilia et Islam qui combattent sur la Maison Blanche séparément, hein, donc par exemple je sais pas, Ilia contre Paddy et Islam contre Kamaru Usman par exemple, et si les deux s'imposent, faire derrière un face-off entre les deux pour teaser ce méga giga ultra super fight potentiellement au Madison Square Garden. Si tu le fais en fin d'année, c'est la carte qui a le plus de sens, hein, forcément. Donc voilà, pourquoi pas ce scénario-là, et là faut reconnaître que ça serait quand même sacrément hypant. Pour les annonces en vrac, on va commencer donc par les Français, on va isoler les Français, ensuite on fera le reste. Abdul Abdiragimov qui devait combattre Magomed Muratov au PFL Dubaï, malheureusement ça est tombé à l'eau, et visiblement d'après la sueur, ça n'a pas été confirmé encore, mais bon, je pense que si la sueur l'annonce, c'est que c'est plus ou moins acté. Kendley Saint-Louis, je vais pas vous mentir, je ne le connaissais pas. J'ai regardé son palmarès, ça fait pas plus rêver que ça. Même si il a quand même quelques belles victoires contre Berkamov notamment. Attendez, que je dise pas de bêtises, je vérifie ça. La plupart d'entre vous ne le connaissent pas, je pense, hein, mais il a une belle victoire, voilà, contre Mohamed Berkamov, qui Berkamov lui-même est quand même un profil plutôt solide, puisque si ça veut bien charger, puisqu'il avait quand même des victoires face à Ray Cooper 3, qui c'est que vous pouvez connaître dans le lot. Il a affronté, plus tôt dans sa carrière, il a affronté à 2 reprises Magomed Muratov, il l'a battu une fois, il a perdu une fois. Bon, c'était un amateur, hein, donc ça commence à remonter. Mais voilà, le fait de battre Berkamov, c'est quand même pas mal. Donc même si depuis Tapology n'a pas envie de fonctionner visiblement. Bon, écoutez, tant pis, on va faire ça. Même si depuis la carrière est un peu moins folle, mais voilà, ça peut être un combat fun pour Abdul. Il s'est jamais fait soumettre, pardon, donc ça peut être le premier Abdul à le soumettre. Mais on va pas se mentir, on est quand même déçu parce que le combat face à Magomed Muratov était vraiment très très cool. Ensuite, sur la même carte, et là une annonce que je ne comprends pas et franchement qui me déçoit parce que je suis content de le revoir, mais franchement je comprends pas l'adversaire. Franchement, je comprends pas l'adversaire. Taylor Lapillus contre Kasum Kasumov, donc chez 61 kg. Je suis déçu parce que pour moi, après sa victoire face à Liam Gittins à Lyon, Taylor il aurait dû mériter le titre. Là aujourd'hui, c'est le numéro 3, je crois, Fight Matrix au PFL. Juste derrière, donc forcément Sergio Pettis, et je crois que l'autre c'est Magomed Tiger, ou alors Rafael Stott, c'est un des deux, hein, qui est devant Taylor. Donc je comprends pas pourquoi on lui met Kasumov, qui est un très solide combattant, donc ça c'est cool pour Taylor qui lui voulait avoir de l'adversité. J'espère que s'il le bat là maintenant, il aura le title shot, hein, parce qu'après franchement je sais pas ce que tu lui donnes en fait à Taylor au bout d'un moment. Là il mérite vraiment le title shot déjà, je trouve, et avec cette victoire il le mériterait d'autant plus, mais voilà, c'est un combat qui est pas facile. Taylor aurait mérité le titre, donc je suis un peu déçu par rapport à ça, mais en tout cas sportivement parlant, ça devrait être un très beau fight. Et ensuite, on a le combat qui a fait beaucoup parler, à raison, à l'UFC, Axel Sola contre Mason Jones chez 70 kg, banger. Franchement, le fight, banger. Ça peut être une grosse guerre. Je suis très curieux de voir l'approche d'Axel pour ce combat-là. Je pense que Mason Jones sera légèrement favori, mais c'est en tout cas un très 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 beau fight.
Oumar Sy qui revient face à Yon Kutelaba chez les 93 kg. Bon combat de reprise, enfin de retour pour Oumar Sy. J'espère qu'il va nous faire du Oumar Sy et lutter ground and pound, soumission, un truc comme ça, qui va pas se risquer debout face à Kutelaba, qui est quand même pas... c'est pas l'élite, hein, mais voilà, il est loin d'être mauvais debout, donc j'espère qu'Oumar Sy va faire du Oumar Sy. Et enfin, Nora Cornol contre Jocelyne Edwards chez les 61 kg féminines. Combat très 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 important pour Nora. Elle est en 3-2 à l'UFC, elle est en 1-2 sur ses 3 derniers combats, et malheureusement, je dis malheureusement parce que je crois que c'est pas totalement de son ressort. Je crois pas me tromper en disant ça, mes excuses si c'est le cas, mais je crois qu'elle a des problèmes de santé qui font qu'elle a du mal à perdre du poids, et du coup, c'est vrai que c'est sur ces 2 dernières victoires, c'est quand même 2 pesées ratées, donc ça on sait que pour l'UFC, c'est un signal qui est un petit peu, qui est un petit peu délicat. Alors après, c'est une catégorie où il n'y a pas full non plus, mais... et j'espère me tromper, évidemment, mais je pense que Nora est potentiellement à risque en cas de défaite de se retrouver, peut-être pas cut, mais au moins de quitter le top 10, le top 15, ça c'est à peu près sûr. Donc voilà, c'est un combat qui est important pour la suite pour Nora. J'espère vraiment qu'elle va gagner. Je pense qu'elle peut le faire parce que Jocelyne Edwards, c'est quand même un peu plus du striking. Et c'est vrai qu'en striking, Nora Cornol, voilà, c'est quand même très très difficile à prendre. Hein. Donc je pense qu'elle peut y arriver et du coup repasser en 4-2 à l'UFC. 4-2 à l'UFC dans cette catégorie-là. Après, il y a pas trop de débat. En fait, ce combat, il va vraiment être charnière. C'est-à-dire que si elle perd ce combat-là, c'est vrai que la suite à l'UFC, ça peut être plus compliqué. Mais par contre, si elle le gagne, elle se repositionne directement, peut-être pas dans le top 10, mais aux portes du top 10. Donc, avec les bons match-up, elle peut monter assez vite, mine de rien, Nora. Donc voilà, tout le soutien à elle pour ce combat qui va être décisif pour la suite de sa carrière. Et on attaque donc avec le reste à l'UFC. Roman Dolidze contre Christian Leroy Duncan chez les 84 kg. Très très beau fight, franchement. Dominique Reyes contre Johnny Walker en 93 kg. Là, après combat mérité, parce que bon, Walker, il a quand même éteint Zhang Mingyang qui était un sacré prospect, qu'il est toujours, je pense. Donc, Reyes, c'est mérité, mais c'est vrai que le combat, il est un peu clownesque. On est sur deux combattants avec un menton un peu discutable, on va dire, donc je pense qu'on va avoir un finish. Danigé contre Melquizael Costa chez les 66 kg. Ça, c'est un combat qui me frustre un peu parce qu'en fait, je me dis que en cas de victoire, Morgan aurait pu être là et je le redis, moi, je pense que Morgan, il aurait pu gagner ce combat. Il y a une part de fait de combat, il a bien joué son coup, hein, Melquizael Costa, je vais pas dire que c'est de la chance, hein, ne mentons pas non plus, mais je pense que c'est un combat que Morgan aurait pu gagner, donc ça aurait été cool de voir Morgan face à Danigé à la place. Elijah Smith contre Su Young-yu chez les 61 kg. Elijah Smith, un de mes top prospects actuellement à l'UFC, 23 ans seulement, donc hyper jeune et gros potentiel, notamment sur le plan athlétique. Vitor Petrino contre Kennedy Njoku chez les poids lourds. Vitor Petrino, vous le savez, c'est un nom que j'aime beaucoup, qui est monté à des 93 et depuis je trouve qu'il a beaucoup de succès en lourd, donc je m'attends à une victoire de sa part. Ça, c'est un des bangers qui est passé sous les radars, mais c'est un combat que je vais vraiment regarder avec attention. Mansour Abdulmalik contre Yousri Belgaroui chez les 84 kg. Mansour Abdulmalik, pareil, un de mes top prospects, et Yousri Belgaroui, le partenaire d'entraînement de Pereira, qui a d'ailleurs battu une fois Pereira en kick. Je crois qu'ils sont à 3-1, je crois, les deux. Non, attendez, je confonds avec l'autre, je crois. Attendez, je vais regarder ça, je vais juste vérifier rapidement. Je peux trouver l'info. Mais du coup, oui, Yousri Belgaroui, un combattant qui, avant son dernier combat face à Azamat Bekoev, je vous avais dit, voilà, bon striker, mais il mérite un peu, enfin, il capitalise un peu sur la hype avec Pereira, tout ça. Mais au final, il a fait un tel combat face à Azamat Bekoev, il m'a vraiment impressionné que finalement, je suis assez hype. Donc en fait, c'est deux gros prospects qui s'affrontent. Donc franchement, ouais, assez hype. Ouais, c'est ça, c'est ça, ils ont fait 3 combats et il est à 1-2 face à Pereira. Donc une victoire et après 2 défaites. Après une victoire à la décision et 2 défaites par finish. Donc voilà, c'est quand même clairement Pereira qui a eu le dessus, mais ça reste quand même quelqu'un qui a battu Pereira en kick. Donc c'est toujours sympa à mettre en avant. Donc voilà, très beau fight et même en position de style, hein, franchement, parce que Abdulmalik, il est pas mauvais debout, mais c'est quand même sur la lutte qu'il est le meilleur, et Yousri, ça reste quand même un striker, même si encore une fois il a montré de très belles choses face à Bekoev, donc très intéressant. Bekoev qui revient d'ailleurs aussi, hein, contre, je n'ai plus l'adversaire en tête, mais je l'avais pas forcément noté, mais là vu que j'en parle, Azamat Bekoev qui revient, et même s'il y a eu une défaite quand même assez difficile face à Belgaroui, je pense que c'est un nom quand même qu'on peut continuer à
à regarder à l'avenir. Marlon Vera contre David Martinez chez 61 kg. Bon test de nouveau pour David Martinez qui a un peu explosé avec le short notice face à Rob Font, si je dis pas de bêtises. Israel Adesanya, Joe Pyfer chez les 84 kg. Combat bizarre, mais en vrai combat cool. En striking, ça devrait être joli. Est-ce que Joe Pyfer va lutter? Si j'étais lui, je le ferais, mais est-ce qu'il le fera? Ça, c'est une autre question. Easy devrait s'imposer, mais on n'est jamais à l'abri avec Joe Pyfer dans le KO. Donc, écoutez, sportivement, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir Adesanya et Joe Pyfer associés, mais voilà, Adesanya est quand même sur une série de défaites assez sales. Je crois qu'il est sur 4 défaites d'affilée ou 3. Donc bon, et maintenant, c'est vrai qu'il est temps d'aller derrière lui. Azamat Murzakanov contre Paulo Costa chez les 93 kg. Paulo Costa qui monte, je comprends pas le choix, franchement. Je comprends pas du tout le choix. Moi, vous savez, Paulo Costa, j'ai de plus en plus de mal. Plus de mal avec l'individu qui pull out beaucoup, qui parle plus qu'il ne combat. Enfin, j'ai un quand même particulier Paulo Costa. Je pense qu'il va se faire éteindre. Franchement, je vous le dis, je pense qu'il va se faire éteindre face à Murzakanov. À mon avis, l'UFC a fait ça pour propulser un petit peu Murzakanov en termes de hype. Renia Nakamura contre Luan Lacerda chez les 61 kg. Ça, très bon fight aussi. Surtout, en fait, c'est surtout Renia Nakamura qui m'intéresse. Un de mes prospects aussi, il avait perdu face à Gafurov, si je dis pas de bêtises, Mouin Gafurov, parce qu'il s'était un peu entêté en striking. Mais en termes de lutte, il a été champion du monde junior, je crois, en freestyle wrestling. Donc voilà, ça vous dit quand même le niveau du garçon. Donc s'il lutte, il va poser des problèmes à beaucoup de gens dans la catégorie. Donc attention, juste à pas tomber amoureux du striking. Un autre petit banger, Marwin Raiki contre Harry Hardwick chez les 66 kg. Et Raiki, donc un des prospects qui sort du Dana White Contender série de cette année, qui nous a fait un retour. C'est digne de Cheikh Congo, pas de Barry presque, où il se fait démonter par comment il s'appelait, Mulumba. Le nom, je vais pas m'y risquer, mais je crois que c'était Ananias, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas un nom comme ça, mais c'était Mulumba le nom de famille, je suis à peu près sûr, au Contender Series. N'hésitez pas à aller voir ce combat si vous l'avez pas vu. C'est parti dans tous les sens et Raiki a fini par gagner. Il a montré un sacré mental. Il a beaucoup de lacunes pour moi sur le plan défensif, Raiki. Par contre, offensivement parlant, c'est un régal à voir. Et là, Harry Hardwick, c'est quand même un bon test, même si t'es fait rouler dessus par Kawhi Fernandez à l'UFC Paris. Ça reste Kawhi Fernandez en face, et surtout, ça reste pas sa catégorie de base, c'est un 66. Donc là, il revient dans sa catégorie naturelle. Donc franchement, bon test, et ça me choquerait pas qu'Harry Hardwick arrive à passer, honnêtement, parce que je pense qu'il est plus intelligent dans son approche que les Raiki. Raiki, ça manque un peu de fight IQ, mais même s'il perd là, je pense qu'il faut continuer à le suivre parce qu'il est assez jeune. Je crois qu'il a entre 23 et 25 ans, Raiki. Donc voilà, c'est encore très jeune. Et puis surtout, il va apprendre des défaites qu'il aura. Donc voilà, c'est pas honteux s'il perd. Et plus récemment, la dernière annonce en date, Josh Emmett contre Kevin Valeros. En main event de l'UFC, d'un UFC à l'Apex, chez 66 kg, sacré fight, gros step up en adversité selon moi pour Valeros. Certes, Josh Emmett est pas sur la meilleure des dynamiques, mais ça reste Josh Emmett, ça reste un mec qui tape comme un sourd. Valeros, il a une bonne anglaise, mais je trouve quand même qu'il prend des coups par moment, donc là ça va être un gros test. Et si Valeros, il arrive à passer Josh Emmett, notamment avec la manière, là, on arrive vraiment sur quelque chose de très sérieux. Déjà, c'est quelqu'un de très sérieux, parce que je crois qu'il a 23 ans, il fait pareil, lui, ça fait partie de mes... Alors, je l'avais pas mis dans ma liste de prospects que j'avais faite, parce que il est déjà ranké, donc je voulais mettre que des mecs hors ranking, mais si j'avais enlevé cette caractéristique-là, évidemment, il aurait été dans mes top prospects, et même très haut dans la liste, parce que voilà, il est très fort. C'est un peu un... Imaginez un Topuria en moins bon debout et par contre tout ce qui est lutte est tout clairement moins bon, mais voilà, un style de Topuria un peu debout en moins efficace, mais ça reste quand même même si c'est un Topuria en moins bien, ça reste quand même très bien, vous en doutez. Donc combat très hypant et je pense que Valeros peut passer, mais ça va être un sacré test. Donc là s'il passe, on a un sacré nom à suivre à l'avenir pour les 66 kilos, et ça tombe bien parce que c'est une catégorie quand même mine de rien où il y a la relève est pas encore trop là, quoi. Donc si on peut avoir un très jeune comme ça, comme Valeros, qui monte vraiment bien dans les classements, ça sera cool. Et le dernier fight, cette fois c'est au PFL, un combat que je trouve trop bizarre. Johnny Eblen contre Brian Battle chez les 84 kg. Johnny Eblen, donc l'ancien champion relativement dominant du PFL, qui était invaincu avant de se faire soumettre par Costello Vincennes. Il dominait le combat, ça a été
je dirais pas un fait de combat, parce que bah, voilà, bravo à Van Stennis, mais je pense que Johnny Eblen est un meilleur combattant que Costolo Van Stennis. Moi, j'aurais aimé voir la revanche immédiate. Finalement, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait Van Stennis contre Fabian Edwards, je crois, à Madrid, il me semble que c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc Johnny Eblen se retrouve face à Brian Battle. Un peu bizarre comme fight. Je pense que Johnny Eblen, normalement, devrait rouler sur Battle, mais encore une fois, depuis le Kappa Chimique, je me méfie des mecs du PFL, le niveau par rapport à l'UFC. Brian Battle, on le sait, il a quand même pas mal performé à l'UFC, il a notamment battu Kevin Jousset, mais il s'est fait cut parce que, en termes de gestion du poids, c'est une catastrophe. Donc, et de professionnalisme pareil. Donc, il s'est retrouvé au PFL. Je pense qu'il peut faire des dégâts au PFL, mais là, Johnny Eblen, ça me paraît quand même compliqué. Donc, voilà, je dirais quand même Johnny Eblen victorieux normalement de ce fight. Et voilà les amis pour ce premier épisode de la saison 2026 du Contenders Podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Likez, partagez, abonnez-vous, vous connaissez le blabla habituel. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA qui sortira donc la semaine prochaine, cette vidéo sur l'histoire de Paddy Pimblett. Et les amis, je suis en train de vous concocter, je pense, la meilleure vidéo de la chaîne. Donc j'espère, elle sera démonétisée vu comment je vais la faire parce que j'ai essayé de vous faire la meilleure vidéo possible. Donc j'ai mis des extraits de combat de l'UFC, donc elle sera démonétisée. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas vraiment. Si vous êtes encore là, c'est que vraiment vous faites partie des auditeurs fidèles de la chaîne. N'hésitez pas vraiment à la partager. Vous pourrez pas la booster parce qu'en fait elle sera démonétisée. Les contenus démonétisés peuvent pas être boostés. Mais voilà, likez, commentez, même de la merde juste pour le référencement. Vous la partagez à vos potes, tout ça, parce que franchement je pense que ça va être un banger la vidéo et j'ai vraiment hâte que vous la voyez. Elle m'aura demandé beaucoup de taf. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA. Ciao.